C'est une sensation étrange. Un frisson parcourt la France face à un événement incongru. Un chef-d'œuvre, un repère, part en fumée dans l'incrédulité générale. Pourquoi ? Alors qu'il n'y a aucune victime, des millions de personnes, même chez les plus anticléricales, ont-elles été touchées. Je ne suis obsédé que par ma cathédrale. Je dors plus, je pense qu'à ça. Je ne serai plus jamais le même. Il y avait le avant et il y aura le après. Pour saisir profondément le sens de cette émotion, nous avons suivi ceux qui, à l'intérieur de la cathédrale, se sont mis en tête de tout reconstruire. Et puis ceux qui vivaient pour Notre-Dame et qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, exclus de leur propre monde. C'est l'histoire d'une sidération. C'est l'histoire d'un frisson. Sur l'île de la Cité, dans ce vieil immeuble de la rue Chanoinesse, il y a Farid qui habite au 2e et Georges qui habite au 1er. Ils travaillent dans le même restaurant depuis 20 ans. Georges est le patron, Farid le serveur. Le 15 avril 2019, Georges était dans sa chambre, Farid était dans son salon. Et tous les deux sont allés à leur fenêtre. On avait peur que la flèche tombe sur nous. Je me disais, je sais pas à quelle hauteur. Ah ouais. Bien sûr, j'ai tout pris sur mon portable. J'étais sûr que tout tomberait en fait. Ah ouais. Ça y est, les toits sont pris. Bon, mais tout va passer. Tout va passer. C'est impressionnant. Vraiment, moi, j'étais à la maison avec ma femme, même les fenêtres, c'était fermé, mais vraiment, on sentait une chaleur incroyable. Non. Oui, incroyable. C'est fou, vraiment. Regarde. Oh là là. Oh putain. Oh, ça arrive. C'est vraiment, pour nous, c'est un peu comme une partie de votre vie qui est partie. Vous êtes un émotif ou pas? Non, pas tant que ça. Vous avez pleuré ou pas du tout? Non. Non, je suis pas émotif. Oui. J'ai vu des gens pleurer, crier. Non, moi non. Vous avez crié et pleuré ou pas? J'ai pleuré, mais j'ai pas crié. J'ai pas crié, mais j'ai pleuré parce que ça m'a fait mal. C'est vrai? Oui. C'est vrai, moi, je regarde moins qu'avant parce que quand je la vois, ça fait mal, c'est triste. C'est vrai? Oui. Donc, j'essaie de ne pas regarder souvent. Voilà, je regarde un peu les travaux, c'est ça avance. Voilà. Donc, ouais. Non, c'est vrai, vous évitez de regarder parce que ça vous fait mal au moral. Ça me fait mal parce que ça me rappelle des souvenirs. Ça alors? Eh oui, c'est comme ça. Le plus touché par l'incendie, le premier des bannis, c'est Monseigneur Chauvet, archiprêtre de la cathédrale, qui n'avait pu faire autrement que de dire son émotion au lendemain du drame, devant tout le monde. Je n'ai pas fait de discours car depuis lundi soir, vous imaginez bien que je suis très fatigué. Monseigneur Chauvet donnait la messe tous les soirs à Notre-Dame, dans ses travées. Son presbytère était accolé à la cathédrale et il se retrouve aujourd'hui au milieu du chantier. Il marche du mauvais côté des palissades et partage avec d'autres religieux une nouvelle maison à 100 mètres de Notre-Dame, c'est-à-dire très loin d'elle. Vous voyez, hein, c'est compliqué tout ça. J'ai 50 clés. N'allez pas croire que ça marche comme ça. Rien ne marche. Si, voilà. Allez. Oh. 6 mois après l'incendie, on s'attendait à rencontrer un homme toujours abattu. Alors, attention en descendant, parce que vous êtes dans une vieille maison qui est superbe, mais elle est sur plusieurs niveaux. Et on trouve finalement quelqu'un, apparemment réjoui d'être ici. Alors, dans la cuisine, vous allez voir Alzira, qui est celle qui travaille, et le samedi-dimanche, c'est nous qui nous retrouvons ici. Donc, c'est une grâce, non seulement d'avoir Alzira pour la semaine, mais
Vous voyez, et elle nous aide un petit peu. C'est-à-dire qu'elle commence à préparer le repas pour samedi et dimanche. Par exemple, samedi, nous aurons salade d'endives ou avocat. Ça va dépendre de celui s'il est vraiment capable de préparer la salade d'endives. Bon, après, des beefsteaks, haricots verts, pommes de terre, fruits, voilà, des barquettes crème. Bon, et puis dimanche, on sait exactement paupiettes, petits pois, c'est pas trop compliqué à faire, ça. Pourquoi? Parce qu'Alzira a déjà préparé, il faudra faire réchauffer. Et là, c'est quoi alors? Des paupiettes. Comme ils sont belles. Ah oui, ça, j'aime bien faire la cuisine. Donc je donne des idées à Alzira. Oui. Vous savez, pour des célibataires, il faut trouver des choses faciles. C'est simple. Et simple. Mais vous savez faire voilà. bien la cuisine. Ben oui, je sais. Bon, alors voilà. Donc, il y a une petite cour. On a la chance d'avoir une belle cour, même. Voilà, c'est une maison agréable. J'ai mon bureau ici, si vous voulez voir. On est en train de l'aménager. Monseigneur Chauvet a pris avec lui tout ce qui était avant dans son presbytère. Mon bureau. La photo de lui, où il a été ordonné prêtre à Notre-Dame. C'était il y a 40 ans. Déjà. Vous allez voir, pas très bien comment ça marche. C'est toujours pareil. Il faut appuyer sur des boutons, voilà. Et puis sa chaîne hi-fi, qui ne le quitte jamais, parce que l'archiprêtre de Notre-Dame ne sait travailler qu'en musique. Ah ben voilà, ça commence toujours par des cloches. Ici. Ça vous rappelle le bureau, du coup? Ben, je trouve que c'est bien parce que comme on n'entend plus les cloches de Notre-Dame, ça me donne un petit peu... Ah ben oui. Oh, voilà, donc c'est exaltant, ça. Si Monseigneur Chauvet parvient aujourd'hui à camoufler sa mélancolie par un optimisme résolu, c'est parce qu'il a transformé sa peine en combat. Il veut reprendre pied sur le parvis en y installant la statue de la Vierge qui trônait avant dans Notre-Dame. Si je voulais mettre la Vierge, il faudrait qu'elle soit voilà, contre ce mur-là. Elle sera là pour accueillir l'ensemble des visiteurs. Les touristes, ils ont envie de voir Notre-Dame, c'est normal. Donc, il ne faut pas une palissade quand même. Regardez les touristes qui passent, ils ne voient rien. Ils sont là, ils font un peu d'équilibrisme pour prendre une photo. Je veux dire que pour les touristes qui viennent à Paris, la première chose qu'ils viennent voir, c'est la cathédrale. Mais ce que je peux faire, c'est pousser les administrations pour qu'on puisse arriver à débloquer cela. Mais avouez que ce serait formidable de redonner vie à ce parvis. C'est d'une tristesse sans nom. C'est à en pleurer, ça. Monseigneur Chauvet a une autre idée. Sur la gauche, vous avez une très jolie vue sur le chevet de Notre-Dame. Pour ramener une partie des 12 millions de touristes qui venaient voir tous les ans Notre-Dame, il veut éclairer les tours la nuit. Et c'est vrai que le soir, alors que tous les monuments de Paris s'illuminent, Notre-Dame reste tristement dans les ténèbres. Et ces pauvres lampes ne témoignent que de ce qu'elle est devenue, un chantier. Pendant 5 mois, le chantier, ça a été ça. Une porte fermée. Un genre de bunker posé au milieu de l'île de la Cité, interdit aux médias à cause du plomb. Mais ce matin, on peut enfin passer les palissades et découvrir Notre-Dame. Tu vas bien, le fort? Un bon liftier. Notre premier guide est énergique. Il s'appelle Didier Durand. Il est maçon et tailleur de pierre. C'est un des chefs du chantier. Donc là, c'est pas un super temps aujourd'hui. Mais bon, merci. Il ne fait pas beau, mais Didier Durand ne peut s'empêcher de faire des photos. Là, c'est le pied de grue. Non, là, j'ai pris une photo, parce que ce qui m'intéressait, là, on a plus de 2 mètres cubes de béton, ferraillage, et là, la grue avait été énorme. C'est une grue qui porte en bout de flèche, donc complètement à l'opposé, pas loin de 10 tonnes. C'est un monstre. Pourquoi vous faites des photos, vous là? Ben, moi, je fais des photos parce que ça me rappelle les points. Je dois avoir 2000 ou 3000 photos depuis le 15 avril. Voilà, je suis pas reporter, mais je pense qu'il y a plein de choses techniquement qui m'intéressent. Ah, voilà. C'est pour votre album photo souvenir? C'est pour moi. Mais professionnel ou personnel? Les deux, parce que ma vie, j'ai pas de frontière entre ma vie personnelle et mon entreprise. Alors là, on a une vue un peu d'ensemble. Ouais. Tous ces échafaudages qu'on voit là, c'est les échafaudages qui ont complètement été calcinés.
les tubes ont perdu de leur résistance. Est-ce que tout peut se casser la figure? Oui, tiens, une alarme, pas bon. Là, on va être en direct sur un système, donc normalement, on replie. Ça veut dire quoi? Bah là, ça veut dire que le système vient de se mettre en branle, c'est-à-dire qu'on a tous les... malheureusement, il peut se casser la gueule. Voilà, on va attendre la deuxième. Là, on est sur une orange, donc c'est pas une évacuation, mais on est sur le premier système qui vient de se mettre en branle. Donc là, on va attendre les instructions. Ah, là, il y a une lumière orange. La lumière orange. Si on en passe à la lumière rouge, on va avoir une deuxième alarme qui va se positionner et là, on évacuera la totalité et sans aucun protocole. C'est-à-dire que là, on supprime les douches, on évacue le personnel. Voilà. Bon, moi, c'est la première fois que j'arrive sur le chantier. Vous, ça vous fait peur ou pas? C'est la première alarme aussi violente qu'on a là. Donc, je ne peux pas vous dire si ça me fait peur. Et en plus, on a du monde qui est à l'intérieur de la cathédrale. Qu'est-ce que ça nous dit? On n'évacue pas là? On redescend? Ouais, on descend. Je pas mieux par l'escalier. Par l'escalier? Ouais. Ah bon, ils veulent même par l'escalier. Pourquoi? Ils ont coupé l'électricité? Notre-Dame est décidément bien mystérieuse. Elle se révèle difficilement. Ça ne sera pas aujourd'hui qu'on la rencontrera. Ok, à l'autre côté, alors ok, on va aller. Ok. Le lendemain, on revient. En fait, on va découvrir aujourd'hui à la fois un lieu et un homme. Et les deux sont singuliers. L'homme, le voici, c'est Philippe Villeneuve, l'architecte en chef en poste ici depuis 7 ans. Et qui a rencontré avec l'incendie son destin. Depuis que je suis gosse, je suis amoureux de Notre-Dame de Paris. Mais vraiment, c'est viscéral. Vous avez les posters de Notre-Dame dans votre chambre? J'ai bien pire, j'ai une maquette de la cathédrale. Et bien là, en fait, tout d'un coup, je me suis dit, c'est marrant parce que tout ce parcours-là, c'était finalement pour arriver à ça. C'est-à-dire à ce sauvetage et puis peut-être à la reconstruction et que sais-je. C'est-à-dire que votre vraie mission commence le 16 avril en fait? Oui. Et tout ce qui était avant, c'était fait pour vous préparer à ce moment-là? C'était préparatoire, oui, sans doute. Vous croyez ça? Oui, je pense. Quand on a confié à Philippe Villeneuve la charge de rénover Notre-Dame en 2013, il avait, croyait-il, atteint son rêve. Bonjour, bonjour. Son Graal d'architecte des monuments historiques. Bon, on va essayer de passer par là, mais là, il n'y a pas de risque, on ne se prend pas de grue sur la tête. Ah, c'est un grand virus. Il y a un côté égyptien. Mais avec l'incendie, le voilà investi d'une mission inimaginable. Sauver celle qu'il aime, depuis toujours. Comme un chirurgien faisant sa tournée matinale, il l'observe, il l'ausculte, attentif à tous les détails. Non, c'est très satisfaisant. La cathédrale, c'est complètement asséché. Il n'y a plus de traces d'humidité. Les pierres sont redevenues, on peut dire, homogènes. Et on voit très bien les zones qui sont à l'abri, qui ont séché, et les zones qui ne sont toujours pas complètement à l'abri, au niveau de la croisée du transept. Alors, soit je passe par là, mais ça va être chiant. J'espère que tout est ouvert. Allez, ouf. Si l'architecte en chef semble rassuré au rez-de-chaussée, il s'inquiète à mesure qu'on progresse dans les escaliers. Car on s'approche des 300 tonnes d'échafaudage brûlé et des trous béants dans les voûtes que l'on aperçoit ici parfaitement. Quand je vois cet amas-là abominable, j'ai peine encore à réaliser. Enfin, en réalité, je m'interdis de réaliser. Parce qu'autrement, si je réalise de trop, je risque d'être un peu trop... C'est vrai? Ah oui. Non, si vraiment Vous savez, de temps en temps, je pose mon crayon ou tout d'un coup, je me dis, mais quand je pense que tout est détruit... Depuis 850 ans, des milliers d'artistes et d'artisans se sont relayés pour faire de Notre-Dame ce qu'elle était.
une perfection esthétique. Une sorte de modèle unique d'équilibre de l'art gothique. Pour tous ceux qui sont sensibles à la beauté des choses et des pierres, l'incendie de ce joyau a été un traumatisme. Pour l'architecte, ça a été un déclic comme un appel à l'action. C'est quoi un membre de la famille ou quelqu'un qu'on aime bien? C'est des repères dans votre vie. Quand vous les avez perdus, c'est foutu, vous ne pouvez rien. Là, vous pouvez lutter contre la mort parce que vous pouvez la reconstruire. Évidemment, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir la faire renaître, la ressusciter. Pour comprendre la démesure de sa mission de sauvetage, il nous faut revenir juste après l'incendie. Car voilà ce que voit Philippe Villeneuve au lendemain du drame. Avec en tête des questions impossibles à résoudre, par où commencer sans créer de nouvelles catastrophes? Bien sûr, la charpente, le toit et la flèche en plomb sont partis, et l'échafaudage qui était déjà là est resté, soudé par la chaleur. 2 jours plus tard, c'est décidé. Il faut commencer par sauver les pignons, les triangles de pierre qui, de part et d'autre de la cathédrale, menacent de tomber. On déploie ensuite d'urgence des bâches pour isoler la cathédrale des intempéries. On s'occupe ensuite des vitraux qu'on dépose pour les restaurer loin du chantier. À l'intérieur, le spectacle est inédit, dramatique, saisissant. Et pour évacuer ces tonnes de bois et de pierres sans que personne ne risque sa vie sous les voûtes, d'étranges robots entrent en mouvement. Ensuite, sous le regard intrigué de Monseigneur Chauvet, en robe et en casque pour l'occasion, les artisans se livrent à un drôle de jeu de construction. Ils placent des cintres sous les arcs-boutants pour éviter qu'ils ne tombent et n'entraînent avec eux toute la cathédrale. Pendant ce temps, la vie continue et la prévoyante Alzira, la dame des paupiettes, pousse son cabas entre grue et engin pour reprendre quelques mystérieuses épices restées ici, au presbytère. Mais à partir de l'été, c'est fini. À cause du plomb, les mesures de sécurité sont renforcées et le chantier ralentit. Et depuis, on n'a toujours pas résolu le problème numéro 1, les tonnes d'échafaudage soudées qui peuvent s'effondrer. Là, ce que vous entendez, c'est le vent s'engouffre dans les tubes d'échafaudage. Dans 3 semaines, on devrait enlever le premier tube d'échafaudage qui, dit-on, casse comme du verre. Christophe Rousselot, qui dirige la Fondation Notre-Dame, a vu lui aussi sa vie être transformée par l'incendie, changée de dimension. Depuis le 15 avril, il voit se démultiplier les dons qu'il reçoit et aussi les besoins du chantier qui les engloutit. Des millions ont été promis juste après le drame et il reçoit encore aujourd'hui 200 dons par semaine, grands ou petits. Est-ce que vous avez un compteur avec des sous dedans? Là, avec des trucs qui tourneraient comme au casino à Deauville où vous jouez dès que j'ai le dos tourné? Non. J'ai des tableaux Excel. Voilà. Mais je suis désolé. Hein. Les chiffres, c'est en haut. Les lettres, c'est en bas. Christophe Rousselot, en homme organisé, conserve tout ce qu'on lui envoie dans une armoire. Dans ses classeurs, il n'y a pas de pile de chèques, mais des lettres manuscrites, comme autant d'histoires personnelles qu'on lui adresse, en même temps que les dons. Se marier à Notre-Dame, autrefois, c'était une possibilité. Et donc, il y a une dame qui nous a envoyé 2 photos prises par un cousin qui représentent son mariage en 1947. Donc, cette personne s'est mariée. Alors, tout le monde comprend, quand on s'est marié quelque part, si l'église brûle, on ne peut pas être indifférent à ça. Mais au-delà de ça, des gens qui sont à l'étranger, par exemple, cette dame nous dit « J'ai rencontré l'homme de ma vie dans le métro parisien, le métro à Tanguay, et je me suis retrouvé dans ses bras où il m'a dit «
Ce n'est pas une petite femme comme vous qui pourrait me faire du mal avec son délicieux accent germanique. Il m'a donné rendez-vous le lendemain à Notre-Dame, où nous sommes en photo, et ce fut le coup de foudre pour tous les deux. Le temps a passé et je ne peux oublier ces beaux moments. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est troublant. Elle vous a envoyé des sous, cette dame? Et elle a envoyé 30 €. D'accord. Voilà. Et avec tout ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez toujours besoin de nouveaux dons? Oui, nous avons envie que les gens continuent à donner parce que nous ne connaissons pas le montant qui sera nécessaire à la restauration de la cathédrale. Il y a les dons qu'on récolte et ceux qu'il faut aller chercher. Dans 2 jours, Christophe Rousselot va devoir aller très loin de son bureau, en Suisse, à l'occasion de la vente aux enchères d'une médaille en or au profit de Notre-Dame. Vous savez combien vous espérez de cette vente-là? Ah bah certainement quelques dizaines de milliers d'euros. C'est beaucoup. Mais après, vous savez, une vente aux enchères, c'est le point d'interrogation. Et donc, définir le coût avant qu'il n'ait été joué, moi, je ne sais pas. C'est ça qui est amusant, en même temps. Bah, c'est génial. À titre personnel, j'adore aller vendre aux enchères. Ça, c'est une adrénaline fabuleuse. Même si on n'achérit pas, il faut toujours surtout pas bouger le doigt, mais j'adore ça. Oui. Ah, non, c'est vrai, j'y vais. J'y vais, oui. La mission de Christophe Rousselot est de susciter la générosité, de créer l'empathie pour que les enchères s'envolent pour la bonne cause. Sauf que Christophe Rousselot déteste se mettre en avant. Mais on verra les petites contradictions personnelles plus tard. C'est dans un grand hôtel de Genève que va se tenir l'action. C'est ici que pendant 2 jours vont être vendues des pièces à la valeur stratosphérique. C'est donc ici que vont être réunies des personnes qui ont 2 caractéristiques assez rares: être passionnées de monnaies anciennes et être extrêmement argentées. La vente de la médaille d'or est le moment fort des 2 jours. Celui qui tient cette médaille, c'est celui qu'on appelle ici le docteur Baron, commissaire-priseur. C'est une médaille en or de 200 grammes, dont le prix de départ est évalué à 50 000 francs suisses, soit 45 000 €. Elle a été, croit-on, offerte par Napoléon III à l'architecte Viollet-le-Duc pour le remercier des travaux faits à Notre-Dame au XIXe siècle. Est-ce que la médaille de Notre-Dame vous intéresse ou pas du tout? C'est un secret. Il va faire tellement d'argent, je ne regarde pas. Mais évidemment, oui, c'est une chose de fou. C'est un trésor fantastique. Combien ça va valoir à votre avis? À mon avis, ça va monter plus que 100 000 balles. Et je n'ai pas assez. 100 000 francs suisses? Oui. À mon avis. Mais c'est mon idée. Hein. Peut-être que je me trompe. Si ça va faire moins, vous avez devant ici, l'acheteur va faire plus. Vous allez enchérir? Il faut enchérir pour celle-ci, tout à fait. Non, ma question, c'est est-ce que vous allez le faire? Moi, je trouve que si je suis là pendant la vente, oui. Est-ce que vous vous intéressez à la pièce de Notre-Dame? Non. Ah mince. Qu'est-ce qui vous intéresse alors, vous? Je suis plus dans la numismatique suisse. Le docteur Baron sait vendre des monnaies, c'est son métier. Il sait donc que l'histoire dramatique de Notre-Dame est un atout pour lui, lui qui a organisé toute la mise en scène de la vente. Voilà, donc en principe, je vais être assis là, donc je n'aurai évidemment pas je n'aurai pas les objets en main, bien sûr. Et voilà, je serai face à l'Assemblée avec les téléphones, parce que nous prévoyons énormément d'intérêt dans le monde entier. Alors justement, avec toute l'émotion qui est associée à cette histoire, est-ce que vendre une telle médaille, c'est trop facile? Rien n'est jamais facile, et vous savez mieux que moi que toucher la sensibilité universelle est une tâche extrêmement compliquée. Donc, non, ça n'est pas du tout une facilité, mais c'est un moyen d'aider le monde à être meilleur. C'est un très joli projet. Il faut tous y contribuer. Sur un mode discret, Christophe Rousselot joue sa partie. Il rappelle à tous, avec image à l'appui, que sa cause est belle et dramatique,
et place sur le chemin des acheteurs un drôle d'appareil, une sorte de tronc électronique géant qui n'est pas là par hasard. Alors ici, nous avons l'opportunité de rencontrer quelques personnes qui s'intéressent à la cathédrale. Enfin, ils ne sont pas venus pour ça, évidemment, mais en découvrant les panneaux avec la borne ici, on peut faire un don avec sa carte bancaire. Et donc, voilà, ça fonctionne. Demain, on saura enfin qui remporte la médaille d'or au profit de Notre-Dame. On verra si les bonnes causes font les belles enchères. Sur l'île de la Cité, à 2 pas de Notre-Dame, Farid le serveur. Non mais on s'est piégé là, c'est un truc, je te dis pas. Et Georges et Odette, les patrons du restaurant, préparent un décor ouaté comme avant tous les Noëls. Voilà. Comme ça nous rappelle un peu Notre-Dame, la crèche de Notre-Dame. Ah. Ouais. Et ça, c'est Jésus. Il n'est pas encore né, donc il faut le cacher. Pas encore, il n'est pas né. Ce sera le 24 soir. Comment ça se passe dans le quartier alors depuis l'incendie? Depuis l'incendie, le quartier, c'est vide, c'est mort. Donc vraiment, ça a une très grande différence. Nous, presque au restaurant, on a moins 50% de chiffre d'affaires. Donc il y a moins de monde, il y a moins de touristes. Voilà. Et en tant qu'habitant alors, vous êtes heureux? Oui, en tant qu'habitant, très heureux. Mais pourquoi? Parce que j'habite au-dessus. Ouais. C'est calme, l'île reprend de la couleur, les gens se reparlent. Non, c'est vrai. Hein, c'est pas l'île maudite, oui, c'est peut-être un mal pour un bien. Ouais. Aujourd'hui, le quartier s'anime, avec l'inauguration de photos qui montrent ce qui se passe derrière les palissades. Tout le monde est là. Philippe Villeneuve, l'architecte, aux côtés du général Georges Lin, nouveau chef administratif du chantier, et Monseigneur Chauvet, évidemment. Farid et Georges sont venus en voisins, et chacun reçoit les photos à sa façon. Philippe Villeneuve, lui, fait un blocage. Ça vous plaît pas les photos? Ça, je supporte pas ça. Comment ça? Ah, la vision de la vision de la cathédrale en train de brûler, je ne supporte pas. C'est vrai? Ah, je peux pas. C'est exactement, imaginez, c'est exactement comme si vous visionniez le crash d'une voiture dans laquelle vous avez quelqu'un de cher. Pour moi, c'est la même chose. Elle est en train de... Je suis en train d'assister à l'accident. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est magnifique, c'est génial ce qu'ils ont fait. Voilà, ça nous fait du bien de voir tout ça. Ah oui, c'est vrai? Ouais, comme cette photo-là. Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est un grand artiste. Est-ce que ça vous plaît de voir ce qui se passe à l'intérieur quand même? Parce que c'est frustrant d'être pas savoir, non? Non, ces photos des débris cassés, des chaises cassées, calcinées. En fait, ça ne m'intéresse pas. Je serais plus intéressé par regarder ce que font les ouvriers en ce moment. Pourquoi? Parce que la vie, elle est comme ça, elle est devant, elle n'est pas derrière. Moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, je regarde toujours le devant. Notre-Dame est un chantier extraordinaire. Et il n'y a pas ici de journée type. Aujourd'hui sur le terrain, on a d'un côté un groupe de cordistes, que l'on surnomme ici les écureuils, eu égard à leur façon originale de se déplacer. Et de l'autre, un trio d'archéologues. Parmi eux, Delphine et Aurélia sont déjà venus travailler sur le chantier. Maxime, non. C'est sa première fois derrière les palissades. Et pour un archéologue, l'incendie de Notre-Dame est une aubaine, parce qu'il a mis à nu les matériaux utilisés au Moyen-Âge. Mais quand on vient ici pour la première fois, la réaction est toujours la même. Oh, putain. Ah ouais. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. On a eu beau avoir vu 50 000 photos, se trouver là devant les décombres de bois, de métal, d'échafaudage, et avec cette vue plongeante sur la cathédrale, c'est
C'est un peu brutal, je trouve. Ah ouais? Bah ça touche. Ouais. Notre-Dame éventrée est comme un livre ouvert, comme un corps facile à autopsier. Mais c'est encore plus vrai sous les tentes, là où les vestiges sont triés et stockés, là où, à cause du plomb, le port du masque est obligatoire. Ce qui est bien avec ces masques-là, c'est qu'on n'a pas besoin de se maquiller, on n'a pas... Non, c'est pas très drôle. Mais... Donc là, tu vois, on est au summum de notre sex appeal. Tu vois, alors ça c'est des morceaux de l'horloge. C'est des poids de l'horloge qui ont été mis de côté. Là, c'est les morceaux de plomb qui n'ont pas trop fondu. Ça, c'est le plomb qui a fondu de la toiture, qui s'est écoulé dans les gouttières. Ça, c'est tous les morceaux de la dalle qu'il y avait sur le sol à l'intérieur, qu'on a laissé de côté. Et là, c'est le trou. Si les archéologues trient des vestiges, ce n'est pas simplement pour le plaisir de l'étude scientifique. C'est aussi pour participer activement au chantier, dire ce qui peut être réutilisé dans la reconstruction de Notre-Dame. Là, il y a des éléments de la cloche aussi, là, des cloches. Dans leur travail, les scientifiques peuvent compter sur les cordistes de Grégory Vacheron. On part du transept sud et on va vers le transept nord. Car leur mission du jour, c'est précisément d'inventorier les vestiges pour savoir où est tombé quoi. Il y a des gravats de plomb, il y a des gravats de bois. Tout ça, va falloir les répertorier pour les archéologues spécialistes du bois. Il y en a spécialistes de la pierre. Mais donc ça, vous le jetez pas alors? Non. Non, ça c'est... Ça, comme ça appartient à Notre-Dame et à la Charpente, monument historique, donc c'est pas des gravats, mais des vestiges. En fait, ici, tout le monde pense à la même chose. Fais doucement. Au défi numéro 1 du chantier, à l'échafaudage qu'il faudra démonter et où les cordistes seront en première ligne. Déposer un échafaudage brûlé, je l'ai jamais fait. J'ai jamais travaillé sur un édifice aussi gros, qui est aussi instable en fait. Comment vous allez faire alors? Nous, on va arriver par le dessus. Ouais. Voilà, on va couper tout un système par le dessus et on va déblayer couche par couche pour le descendre au minimum, quoi. C'est pas la manière d'accéder qui va être le plus compliqué, c'est surtout l'instabilité en dessous. Vous voulez dire que si ça se trouve, vous allez enlever un bout et le Mikado va faire que tout va tomber? C'est jamais arrivé une structure brûlée comme ça qui est encore debout. Donc on n'a pas de précédent. Monseigneur Chauvet s'éloigne le soir de Notre-Dame pour aller vers l'église où il officie désormais. Voilà ma maison. Nous sommes près du Louvre, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et celle qui m'accueille, la Vierge, Notre-Dame de Paris. Elle est là, là-bas. Est-ce qu'on peut s'approcher d'elle? Oh ben oui, on va s'approcher d'elle, oui. Naturellement qu'on va s'approcher d'elle. C'est là où il a rapatrié celle qu'il aime tant, celle qui veut mettre sur le parvis de Notre-Dame. Voilà. Au plus vite. Marie. Notre-Dame. Voilà. Ce matin, j'étais déjà ici, donc je lui dis un petit bonjour dès que j'arrive. Je lui dis, voilà. Alors bon, elle ne me répond pas. Heureusement d'ailleurs, parce que si elle me répondait, je serais peut-être inquiet. Mais c'est une statue qui m'a toujours touché, donc voilà. Je trouve qu'elle a une douceur. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire au départ, c'est un peu une tristesse. Et puis moi, je pense que c'est apaisant. Là, c'est la statue originale? C'est l'original. Et donc, le projet, c'est de mettre la copie sur le parvis. Mais ça, c'est l'original. Pourquoi? Parce qu'elle est du XIVe siècle. Il ne faudrait pas qu'il y ait un cinglé qui se mette à la casser ou à la taguer. Là, elle est attachée, on ne peut pas l'enlever. Remarquez, je ne sais pas celui qui pourrait l'enlever parce qu'elle est lourde quand même, elle est en pierre.
Si le combat de Monseigneur Chauvet d'installer sa statue de la Vierge sur le parvis n'est pas encore gagné, il a obtenu autre chose. On va voir quelque chose d'important que j'ai demandé il y a 2 mois au préfet Cadeau. Avant Noël, le préfet Cadeau a été très gentil. Il a autorisé que les tours de Notre-Dame soient illuminées la nuit. On va se mettre par là, pardon. Alors depuis 2 jours, on va se mettre par là. L'archiprêtre vient ici, toujours à la même heure, toujours au même endroit. Je la vois de loin maintenant sur le quai, je la vois. Voilà, avant, j'avançais, puis je me disais, mais est-ce qu'elle est encore là? C'était dans le noir, tandis que là, maintenant, c'est un but. Je dis, ouf, j'arrive, parce que tous les jours, je fais plusieurs kilomètres, donc là, voilà, elle va s'allumer, regardez ça. C'est quand l'Hôtel Dieu va s'allumer. Voilà. On voit les dentelles, regardez un peu, au-dessus, la colonnade, il y a toutes les dentelles. Voilà, ça, c'est vrai que c'est beau. Et puis ça motive, vous savez, parce que pour les dons, ça motive de dire, mais parce que on me dit j'ai beaucoup d'argent, mais moi je ne sais pas combien ça va coûter les travaux, hein, vous savez, on est loin du compte. Non, ça a quand même de la gueule. Dans la grande famille des amoureux de Notre-Dame, il y a aussi les guides, très affectés par l'incendie. Et là, quand on la voit avec les arbres, comme ça, on dirait qu'il n'y a rien eu, hein. Franchement. Hein. En fait, vous voulez vous persuader qu'il n'y a rien eu? Non, mais j'aime bien retrouver la physionomie habituelle. Je vais prendre une photo. Hop. Ouais, j'aime bien retrouver cette physionomie, parce que bon, c'est quand même agréable. Et les arbres, effectivement, permettent de croire qu'il ne s'est rien passé. J'aime bien me mentir. Frédéric Ferlicot est comptable de profession et guide bénévole de Notre-Dame par passion. Sauf que depuis l'incendie, les guides sont perdus, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Ils sont comme des acteurs à qui l'on aurait retiré leur rôle, privés de décor, privés de public. Aujourd'hui, Frédéric s'apprête à réaliser une opération compliquée mais très importante à ses yeux et qui nécessite d'autres guides. Elle est très sympa, très tonique. Bonjour Edwige. Eh bien, tu vois, je regardais sur ma carte. Ah, bonjour. Eh oui, mais c'est toi, elle le fait après moi. Là. Oui. Bon. Aussi, il a réuni Edwige, Françoise, Olivier et quelques autres pour enregistrer des vidéos qui racontent en 2 minutes chrono 1h30 de chacune de ce qu'était leur visite. Est-ce que tu te sens prête? Oui. Attends, déjà, il faut que tu te décales 5 cm vers là. Moi, j'ai préparé, je vais te voilà, parfait. Tu te sens prête là? Allez, on va essayer. Ouais, je vais la demander. Par contre, vous ne parlerez pas, vous ferez attention de ne pas parler à côté, puisqu'on va commencer. Si tu peux dire à Françoise. Voilà. Bon, voilà. Et tu me regarderas bien dans les yeux. Voilà, tu peux y aller. Le portail central de Notre-Dame de Paris. Quel en est le thème? Je recommence là. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Ouais. Bon. On va attendre. En fait, de temps en temps, il y a le feu. Donc l'idéal, c'est quand c'est stoppé. Qu'est-ce qui est dur dans cet exercice, en fait? Qu'est-ce qui est dur dans cet exercice? D'abord, c'est le temps limité. Nous ne sommes pas devant la façade. Je n'ai pas de public parce que vous sentez la réaction des gens. Donc, vous sentez quand ils ne comprennent pas, ou vous sentez quand ils sont étonnés ou gênés, vous voyez? Est-ce que c'est frustrant de ne plus guider quand on est guide? Oui. Alors, on est amputé. Enfin, je pense que c'est le meilleur mot. On est amputé. Tous les guides à qui j'ai parlé, hommes ou femmes, on a quelque chose qui nous manque. Et moi, c'est comme si on m'avait coupé un bras, quelquefois. Ah, quand même. Vous voyez, enfin, ah oui, ça, c'est très fort, très, très fort. Là, on a une super vue. Hein. On a une super vue ici. Salut Françoise, merci à bientôt. beaucoup Françoise, à mercredi. Voilà, alors je le mets là et comme ça tu refermes. Je le mets là, ouais. Si les guides ont un certain courage pour dire et apprendre leur texte dans cet environnement inhabituel, ils nous apprennent surtout une chose capitale à propos de Notre-Dame.
C'est le lieu emblématique des événements de la nation. C'est là où on se réunit pour se réjouir ou pour pleurer depuis plus de 850 ans. C'est ici, au 19e siècle, qu'a lieu le sacre de Napoléon. Il y a les obsèques après la mort de Gaulle ou de Mitterrand. Les baptêmes des enfants royaux et impériaux. Et c'est vraiment l'église de toute la France. Merci. C'était nul, c'était nul à chier. Non, non, c'était vraiment nul. Ah ouais? Non, non, c'est parfait. Enfin, je veux dire, on la refait. Avance de 5 secondes. Ouais, là, parfait. Parce que comme tu as tendance à faire avec les mains pour pas que ça sorte du cadre. Notre-Dame a donc une place à part dans l'inconscient collectif des Français. On doit sans doute trouver dans nos esprits des images entremêlées de la cathédrale qui disent toutes « Notre-Dame, c'est la France ». De Napoléon en 1804, peint par David, à De Gaulle, lors de la libération de Paris, qui essuie quelques tirs au pied des tours en 1944. Jusqu'aux obsèques de François Mitterrand en 1996, où l'on a vu le chancelier Helmut Kohl pleurer à chaudes larmes. Quand Notre-Dame a brûlé, c'est donc comme si brûlait tout un livre d'histoire. Et c'est peut-être pour ça que l'incendie a, au fond, créé des réactions surprenantes chez beaucoup. J'étais anéanti et en même temps, je pense qu'on ne réalisait pas. C'était tellement énorme, c'était incroyable. On a vécu un moment incroyable, mais moi j'avais le sentiment d'être dans un film catastrophe. La réalité ressemble donc parfois à un film catastrophe. Une tempête ce week-end s'est abattue sur la capitale. Il est 7h30, sur le chantier. Bon, une équipe de câbles ici, une équipe de câbles ici. Il y a double matos. J'ai ramené du matos, il y a deux kits de tension de câbles. Il y a des câbles qui ont pété, il faut les retendre. Donc il faut qu'on remette tout d'équerre pour que ce soit hors d'eau. Après sur place on va s'adapter, mais il faut qu'on tienne cette base-là en fait. Ok. Les cordistes de Grégory Vacheron doivent ce lundi réparer les dommages causés par le vent. Car les bâches du toit de Notre-Dame ont beaucoup souffert. Ils ont une journée seulement pour remettre la cathédrale hors d'eau. De nouvelles bâches sont arrivées ce matin. Ça va et toi? Tu rentres en zone? Tu vas bien? Ouais, je rentre en zone. Règle pour PC, test radio. Comme ça, il aura... Ok, tu saurais me dire combien on en a? 10. Non, je peux pas te dire, là, je suis arrivé en bas. 10. Ouais, Kevin, transmets. Tout en haut. Jérémy, est-ce que tu pourras, quand tu vas remonter, tu pourras ramener des cendres, s'il te plaît? Il faut monter tout en haut des escaliers pour découvrir les dégâts causés par le vent. Ce week-end, il y a eu des rafales à 140 km/h. Ouais. Du coup, on avait installé un parapluie au démarrage pour mettre hors d'eau. Ouais. Voilà, il a souffert. Il y a des câbles qu'on lâché. Ici, là, ce genre de câble qui a lâché, ça a déchiré les bâches. Le risque, c'est quoi, en fait? Bah, le risque, c'est que les bâches elles puissent s'envoler, qu'elles puissent être désolidarisées de la structure, qu'elles partent dans les habitations, sur la Seine, sur des gens. Les bâches sont juste au-dessus des voûtes trouées et des restes de charpente encore calcinés. Sans bâches, la cathédrale est à nu. Allez, à 3. Tu lèves. 1. Tu tires à fond, Jacques. Tu tires à fond. 2, 3. Pour monter les nouvelles bâches, les cordistes veulent utiliser une tyrolienne. Hélas, cette solution demande plus de temps que prévu. Hélas encore, la météo vient d'annoncer que le mauvais temps revient sur la capitale. Changement de stratégie, fini les nouvelles bâches, on va réparer les anciennes pour être sûr que la cathédrale soit à l'abri ce soir.
c'est de l'air chaud, et après je viens juste chauffer les débasses et ça décolle. Ça tient. Et ça tient. Quand ça souffle pas trop, ça tient, ouais. Après le vent, la pluie. On n'a pas de câble. Eh là, on n'a pas de câble. Tu veux faire que les angles. Viens. Demande à Christian une jack de 2,5. Bien vu, Christian. On lasse alors. Bien vu. Oh là là. Un speed, gros. Le cordiste est un être à part qui aime triompher de la difficulté. Ça va être la guerre. Tiens, il y en a deux là. Attends 2 secondes. Cambre un peu plus. Cambre. T'as vu comment c'était ce matin? Puis là, on va souder une bavette au milieu là, pour mettre hors d'eau. Ça tiendra la nuit. Panique rarement. La mission du jour est réussie. Et ce soir, en plus, le ciel sera clément. À Genève, tout va bien. Il fait beau et le jet d'eau fonctionne parfaitement. La vente aux enchères de la médaille d'or de Notre-Dame va avoir lieu dans 2 heures. À quoi pense Christophe Rousselot de la Fondation Notre-Dame? Au résultat de la vente? Ou à toutes les personnalités fortunées qu'il va pouvoir croiser et sensibiliser à sa cause dans la journée? Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. En tout cas, il a pensé à installer son tronc électronique juste à l'entrée de la salle des ventes. Ça se fait pas, mais je le fais quand même. Combien vous avez donné? 100. 100 francs suisses. Ouais. Est-ce que vous aviez l'idée de donner ou c'est parce que la borne était là? J'ai vu la borne et je suis un impulsif. Ah, c'est vrai? Oui, vous voyez, donc, c'est... Tac. Et vous venez aux enchères alors que vous êtes impulsif? Oui, c'est dangereux, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonne chance à tous. La vente peut commencer. Le docteur Baron est concentré. Ses assistants sont prêts. On va vendre plus de 1000 pièces au plus grand numismate de la planète. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Christophe Rousselot, Fondation Notre-Dame. Dans la salle, on retrouve l'amoureux de la numismatique suisse. Il y a aussi cet homme avec un petit chien qui nous a révélé vouloir mettre jusqu'à 100 000 francs pour la médaille. Derrière lui, l'acheteur italien, dont le prix maximum est 100 000 francs également. Et devant lui, le monsieur impulsif. La première pièce vendue est la plus chère. 1 650 000 francs. Quelqu'un d'autre? 1,7 million sur ma gauche au téléphone. 1,7 million sont dépensés dans un silence genevois. Puis se succèdent d'autres lots moins onéreux, quand enfin arrive le tour de la médaille en or. Nous en venons maintenant à ce moment tant attendu. Nous vendons la médaille d'or qui a certainement été offerte par Napoléon III à l'architecte Viollet-le-Duc. Puis-je demander à la Fondation de se lever? Et commençons les enchères à 60 000 francs. 100 000 francs. C'est un très beau geste. Ça commence bien, on passe de 60 à 100 000 francs, le temps de le dire. C'est à ce moment-là que l'acheteur italien entre en scène. 120 000 francs. 130 000 francs. Quand l'acheteur italien décroche, le monsieur impulsif fait un signe de la tête pour proposer 150 000 francs. 150 000 francs. C'est une noble cause. 160 000. C'est contre vous. Voilà un homme courageux. Notre-Dame en a besoin. Est-ce que le monsieur impulsif va relever la tête et le défi? Oui.
170 000. 170 000. Personne d'autre? Félicitations. 170 000. Je n'avais pas prévu d'être ému comme ça, comme je l'ai été, je vous assure. Le monde entier est dans cette salle et Notre-Dame a été saluée par le monde entier quand elle a brûlé. Donc je trouve qu'il y a un lien incroyable et que je n'avais pas, vous voyez, imaginé spécialement entre cette diversité des peuples qui est présente dans la salle et ce qu'est Notre-Dame dans l'esprit de chacun quand il l'avait brûlée. Vous voyez. Je voulais savoir si votre impulsivité vous a encore joué des tours. Oui. Voilà. Je vous ai dit que j'étais impulsif. Est-ce que vous étiez prêt à mettre combien dans votre tête au départ? Écoutez, c'est... D'accord. À peu près ce que j'ai dit. 21h, Christophe Rousselot doit profiter de la soirée de clôture avec tous ces gens fortunés pour défendre sa cause. Et pour créer l'empathie, il a un secret. On ne crée jamais l'empathie, elle est suscitée par la rencontre de deux personnes et par la curiosité naturelle qu'on peut avoir pour ce qu'est quelqu'un. Bonjour monsieur, vous êtes Bonjour de la monsieur. Fondation, n'est-ce pas? Oui, très heureux. Enchanté. Et alors moi j'ai donné tout ce que j'avais, je n'ai plus de carte. mais c'est pas grave. Culture politique. Ah oui. Mais comme j'ai été un homme politique, etc. Oui, très bien. Your main place is where? In Norway. Norway, ok. Norway is the company. La stratégie de celui qui refuse d'en avoir fonctionne à merveille. Et ça tombe bien, parce que sa dernière épreuve est compliquée. Il doit convaincre l'acheteur de la médaille, qui est ici, de la redonner à Notre-Dame alors qu'il vient à peine de l'acheter. Heureusement, le docteur Baron a fait un plan de table idéal pour que les convives se parlent. Et les convives se sont parlés. Je voulais savoir ce que vous a dit votre voisin. Mon voisin? Eh bien, nous avons surtout parlé de tous nos amis communs. Parce qu'il se trouve que nous avons beaucoup d'amis en commun dans, disons, le milieu des fondations catholiques à Paris. Est-ce que vous pensez que c'est une technique de sa part pour que vous puissiez lui donner votre médaille? Oh non! Alors là, ça, je sais que non. Lui, il n'est pas aussi retors, je pense. C'est à lui de me dire, quand il le décidera, ce qu'il envisage, mais je ne compte pas lui poser la question, non. Vous comptez sur moi? Comment? Vous comptez sur moi? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de votre médaille? Est-ce que vous avez pris votre décision? Je n'ai pas encore pris ma décision. Ce n'est pas des décisions qu'on prend comme ça, de façon impulsive, même si je vous ai dit que j'étais un impulsif. On verra la suite au prochain chapitre. La nuit a été longue à Genève. Elle a été courte à Paris. Car sur l'île de la Cité, on passe aux grandes manœuvres. Il est 1h du matin sur le quai aux Fleurs et il arrive un nouveau transformateur, trop lourd, pour passer sur les ponts qui mènent à Notre-Dame. Il pèse plus de 50 tonnes et va bientôt alimenter le chantier en énergie. Le transport exceptionnel est exceptionnellement court. On fait 40 mètres. Et on s'arrête. Sur le chantier, on se prépare à l'arrivée d'une grue unique en son genre. Elle est assemblée morceau par morceau. Elle a été créée exprès pour ce chantier hors norme. Elle mesure 80 mètres de haut. C'est la plus haute d'Europe. Le chantier de Notre-Dame est prêt pour l'étape décisive. Mais le vent empêche l'usage de la grue et repousse toujours le moment de s'attaquer à l'échafaudage calciné. Essayons juste voir ça pour le... Ah bah... Il vient chanter devant Notre-Dame, après tout, quand même. Pendant ce temps, à Saint-Ouen, près de Paris, 3 amis préparent un spectacle de rue étonnant. C'est pas mal, ça.
Un spectacle qui nécessite des déguisements, des tenues de ménestrel et des chapeaux qui rappellent à peu près le Moyen-Âge. médiéval. Mais ça, regarde, ça c'est pas mal ça. Tu vois ça déjà. C'est peut-être plus pour toi, non? Leur but est de raconter en chanson toute l'histoire de Notre-Dame, y compris le dernier et si dramatique épisode, l'incendie. Alors ils ont tout prévu, des instruments que l'on croirait sortis du Moyen-Âge. Et donc ça va être patiné, on va retirer les cordes. Jusqu'à la sculpture qui cache le haut-parleur de la guitare et qui est dessinée pour ressembler à une gargouille. Vous pouvez voir comment c'est léger. Ils veulent faire leur spectacle au pied de la cathédrale, le jour du premier anniversaire de l'incendie. Mais n'est-ce pas atroce que de surfer sur un événement aussi triste? Et le but de la chanson n'est pas de faire une chanson à la gloire de l'incendie. Au contraire, c'est de rappeler un événement qui fait partie maintenant de notre histoire nationale, de notre mémoire collective. Donc ce sera à la fois un hommage, un anniversaire, une commémoration, un recueillement, et on espère justement un rassemblement. Moi, c'est un hommage, et je pense que c'est, en même temps, c'est une belle histoire. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon? Ok. On s'en fait une petite? Ouais. Bon, alors l'idée, comme je vous disais, c'est que effectivement, moi, je vais vous présenter, je vais un petit peu haranguer les foules, et je dis qui ne se souvenait de ce qu'il faisait il y a un an? Tu reprends sur « C'est un lundi de printemps où il souffle une brise d'Orient ». C'est bon? C'est un lundi de printemps, il souffle une brise d'Orient au-dessus de la capitale. De son bureau, place de Grève, elle voit une fumée qui s'élève au-dessus de la cathédrale. Inquiète et s'enquérit la prévote de Paris de cette fumée qui grandit. L'archevêque et le recteur, accablés par ce malheur, ne savent plus vers qui se tourner. Bon, on se la refait depuis le début, si tu veux. Dans leur histoire, on retrouve tous les personnages réels, de Philippe Villeneuve l'architecte à Monseigneur Chauvet l'archiprêtre. Tous ceux qui sont pour eux comme des personnages de fiction, tant leur parcours a rencontré l'histoire. Je pense que l'architecte Philippe Villeneuve a rencontré son destin ce jour-là, que Monseigneur Chauvet également. On se souvenait des architectes médiévaux comme Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Raymond du Temple. Peut-être que Philippe Villeneuve sera un des architectes dont on se souviendra dans des décennies ou des siècles. L'avenir dira ce que retiennent les générations futures de tout ça. Pour l'heure, Monseigneur Chauvet est heureux. Il est auprès de sa statue. Christophe Rousselot, lui, a obtenu l'accord de l'acheteur de la médaille pour l'exposer bientôt à Paris. Philippe Villeneuve n'est pas malheureux puisqu'il est auprès de sa cathédrale. Ouais. J'ai lu que vous aviez une rosace tatouée sur le cœur. C'est vrai ou c'est des bêtises? Non, c'est pas des bêtises. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça rentre pas dessus, oui. Et rue Chanoinesse, voilà. Georges met la dernière main à sa nouvelle décoration. Tandis que Farid est au salon. Mais il ne veut pas regarder Notre-Dame tant que le chantier n'est pas terminé. Et personne ne sait quand ça sera, d'autant que la crise du coronavirus a encore repoussé le moment d'attaquer l'échafaudage.